Bienvenue à tous, la Côte Kegesse. On se lance dans une deep dive entièrement en français et pas n'importe quelle sauce. Nathalie Sarraute et sa pièce. Pour un oui ou pour un non, ça vous dit, Yves? Ah, pour un oui ou pour un non? Une pièce fascinante, vraiment. Comme son titre l'indique, elle explore l'impact, parfois dramatique, de simples paroles, des nuances subtiles dans nos échanges du quotidien, vous voyez. Exactement. Imaginez, deux amis, une amitié qui semble solide, et tout bascule à cause d'une phrase presque banale. C'est ce que Sarraute décortique avec brio. Elle révèle les tensions cachées sous la surface de nos conversations. On a la préface de la pièce, un dossier assez complet, et des extraits du texte. On a de quoi explorer, non? Ah oui, absolument. Et pour commencer, je vous propose de se pencher sur la préface. Il y a une citation de Roland Barthes qui éclaire l'œuvre de Sarraute. La tâche de l'art n'est pas d'exprimer l'inexprimable, mais d'inexprimer l'exprimable. Inexprimer l'exprimable. Ça sonne comme une formule magique, vous ne trouvez pas? Disons plutôt que c'est une clé pour comprendre l'objectif de Sarraute. Mettre à nu les non-dits, les tensions qui se cachent derrière nos paroles. Elle ne cherche pas à exprimer l'indicible, mais plutôt à décortiquer ce qu'on dit, à révéler le poids des mots, même les plus simples. D'accord, je commence à saisir le concept, mais concrètement, comment ça se traduit dans la pièce? Prenons la fameuse phrase qui déclenche tout le drame. C'est bien ça, a priori. Rien de spécial. Mais tout est dans l'intonation, vous voyez? Le suspens entre les mots. Sarraute nous montre comment une phrase banale peut se transformer en arme. Oui, c'est comme planter un couteau dans le dos, mais avec un sourire à moitié dispens. On a tous déjà ressenti ça, donc un commentaire anodin en apparence, mais qui laisse un goût amer, comme une trahison. Précisément. À ses mains. Sarraute met le doigt sur la puissance du langage. Sa capacité à blesser, à manipuler, même à travers des phrases banales. Elle dissèque nos interactions comme un entomologiste dissèque un insecte. Et cette dissection, comment est-ce qu'elle se déroule sur scène? Comment Sarraute met-elle en lumière ces mécanismes? Eh bien, avec une maîtrise incroyable du langage théâtral. Elle utilise le silence, les pauses, la répétition de phrases apparemment insignifiantes, pour créer une tension dramatique palpable. C'est une approche radicalement différente du théâtre traditionnel qui mise sur les grands gestes et les déclarations grandiloquentes. Oui, c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'un théâtre qui crie, qui s'exclame. Là, on est dans une toute autre dimension. Exactement. Chez Sarraute, le drame se joue dans les silences, les hésitations, les regards. Elle utilise le silence comme un peintre utilise les espaces vides dans un tableau, pour donner du poids aux éléments présents. Fascinant, là. J'imagine que ça crée des moments à la fois drôles et gênants pour le public. Un peu comme quand on assiste à une dispute entre deux personnes qu'on connaît bien. On ne sait pas où se mettre. Tout à fait. Par exemple, le simple fait de répéter « c'est bien ». Ça, avec différentes intonations, ça devient une source de tension, de malaise pour les personnages. Le public, lui, il oscille entre le rire et l'inconfort. On est à la fois amusé et dérangé par ce qu'on voit sur scène, parce qu'on reconnaît nos propres travers, nos propres difficultés à communiquer. On sent poindre l'influence de Kafka. Non, cette idée d'un malaise diffus, d'une absurdité qui nous échappe. Ah, Kafka, vous avez l'œil. Son influence est indéniable dans « pour un oui ou pour un non ». L'absurdité des situations, le sentiment d'un procès permanent qui pèse sur les personnages. On retrouve chez Sarraute cette même atmosphère d'angoisse existentielle, cette sensation d'être pris au piège d'un système qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, dans la pièce, il est question de « les messieurs », ces figures d'autorité mystérieuse qui semblent contrôler la vie des personnages. On dirait un clin d'œil direct au procès de Kafka. Tout à fait. Les messieurs incarnent la pression sociale, jugement permanent, ces forces invisibles qui pèsent sur nos vies. On pourrait dire qu'ils représentent le quand dira-t-on, cette peur du regard des autres qui nous pousse à agir contre nos envies. Ah, le quand dira-t-on, le fléau de l'humanité, qui n'a jamais ressenti ce poids, cette impression d'être jugé par des forces obscures. On se sent parfois comme un funambule sur un fil avec le vide en dessous. C'est précisément ce que Sarraute explore avec brio. Elle décortique les mécanismes de la culpabilité, de la jalousie, de la recherche d'approbation, des sentiments universels qui nous touchent tous à un moment ou à un autre. Et dans la pièce, cette pression sociale, cette recherche d'approbation est incarnée par le personnage de H1. Celui qui semble avoir tout pour plaire, tout pour réussir. On dirait un peu le genre idéal, non? Oui, H1 représente la réussite sociale, la norme. Celui qui incarne les valeurs dominantes. Mais attention, Sarraute ne fait jamais de manichéisme. H1 n'est pas un méchant caricatural, loin de là. Il est lui aussi victime, à sa manière, de cette pression sociale, de ce besoin de se conformer à une image de la réussite. C'est intéressant, parce qu'on pourrait facilement tomber dans le piège de le voir comme un antagoniste parfait, l'incarnation de tout ce que H2, l'autre personnage principal, rejette. Exactement. Mais Sarraute est bien plus subtile que ça.
Elle montre que chaque personnage est prisonnier de son propre rôle, de son statut social. H1 est enfermé dans son image de réussite, tout comme H2 est enfermé dans son image d'échec. Et c'est dans cet espace clos, dans cette prison invisible que se joue le drame. Avec pour seul décor les mots, les silences, les non-dits qui les hantent, on se croirait presque dans un huis clos à la Sartre, non. La comparaison est pertinente. Sarraute, comme Sartre, explore les limites de la liberté individuelle, la difficulté de communiquer authentiquement avec les autres. Mais chez Sarraute, le huis clos est plus subtil, plus insidieux. Il se joue dans les replis de conscience, dans les nuances du langage. On pourrait dire que c'est un huis clos intérieur, un piège dont les barreaux sont faits de mots et de non-dits. Et cette notion de piège me fait penser à un autre élément intéressant, le conte de Blanche-Neige, qui est évoqué dans la pièce. Pas vraiment l'univers joyeux auquel on s'attendrait. Ah, Blanche-Neige. Un conte qui, sous son apparente innocence, cache des thèmes bien plus sombres. La jalousie, la rivalité, la quête d'une beauté idéale, des thèmes qu'on retrouve bien sûr dans Pour un oui ou pour un non. H2 se compare d'ailleurs à la méchante reine, obsédée par sa beauté, incapable de supporter l'existence d'une autre princesse plus belle qu'elle. On peut imaginer que ce conte, avec sa fin heureuse, contraste fortement avec le destin tragique des personnages de la pièce. Absolument. Sarraute subvertit les attentes en proposant une fin bien différente de celle du conte de fées. La réalité, souvent, est plus complexe et moins optimiste que les contes de notre enfance. Elle utilise Blanche-Neige comme un miroir déformant pour refléter les travers de la société, la cruauté de nos relations. C'est fascinant de voir comment Sarraute tisse des liens entre des éléments a priori si différents. Le langage quotidien, le malaise kafkaïen, l'univers des contes de fées. On sent déjà que sa pièce est une véritable mine d'or pour l'analyse des sagas. En effet, en effet. Et pour mieux comprendre la richesse de cette œuvre, il nous faut plonger un peu plus profondément dans la vie de Nathalie Sarraute elle-même. Le dossier que vous avez contient une chronologie détaillée de sa vie, de son enfance en Russie à son installation en France. Ah oui, c'est vrai. On a parlé de Kafka, de contes de fées. Mais on n'a pas encore vraiment parlé de Sarraute elle-même. Qui était-elle? Où est-elle? D'où venait-elle au vol? Nathalie Sarraute a eu une vie riche et complexe, marquée par des événements qui ont certainement influencé son écriture. Née en Russie en 1900, elle a connu la Révolution, l'exil, la guerre. Elle a été avocate, a étudié la sociologie. Autant d'expériences qui ont nourri sa réflexion sur les relations humaines, sur les tensions qui traversent la société. On peut imaginer que son expérience d'immigré et son sentiment d'être entre deux mondes a pu nourrir sa sensibilité aux nuances du langage, aux malentendus qui peuvent naître d'un simple mot, d'une intonation. C'est fort probable. On retrouve dans ses œuvres, et notamment dans Pour un oui ou pour un non, cette attention aux détails, aux subtilités qui peuvent faire basculer une conversation, une relation, comme si chaque mot était un piège potentiel, une source de malentendus. On a l'impression que Sarraute ausculte le langage comme un médecin ausculte un patient, à la recherche du moindre symptôme, du moindre signe de dysfonctionnement. Exactement. Et c'est ce qui rend son œuvre si fascinante. Elle nous invite à porter un regard nouveau sur nos propres interactions, à prendre conscience de la puissance du langage, sa capacité à créer du lien, mais aussi à détruire. Je crois qu'on a bien avancé pour aujourd'hui, cette petite aide. On se retrouve dans la deuxième partie pour continuer notre exploration de Pour un oui ou pour un non et plonger plus en avant dans la vie de Nathalie Sarraute. Avec grand plaisir. On a encore beaucoup de choses passionnantes à découvrir dans cette œuvre. Reprenons notre exploration de Pour un oui ou pour un non. Cette pièce, comme on l'a vu, dissèque les relations humaines avec une précision incroyable. Oui, on a vu comme une simple phrase, c'est bien, ça, t'es tout faire basculer, mettre à nu les tensions cachées entre deux amis. C'est fascinant de voir comment Sarraute utilise le langage de tous les jours pour explorer des thèmes aussi profonds. La jalousie, la quête d'approbation, la peur du jugement. Exactement. Et ces thèmes, on les retrouve aussi bien chez Kafka que dans les contes de fées. Comme on l'a vu avec Blanche-Neige, par exemple. D'ailleurs, cette comparaison avec Blanche-Neige, elle m'a vraiment marqué. H2, qui se compare à la méchante reine, obsédée par sa beauté. Incapable de supporter l'existence d'une autre princesse plus belle qu'elle. C'est une image forte. Absolument. Cette image de la méchante reine, elle nous montre bien comment H2 se perçoit face à H1. Il se sent constamment jugé, évalué, comme si H1 représentait la réussite, l'intégration sociale. Et lui, en comparaison, se voit comme un raté, un faux poète, celui qui ne correspond pas aux attentes de la société. C'est d'autant plus poignant qu'il aspire à une forme de liberté, de détachement par rapport aux normes. Mais il est piégé par son propre besoin d'approbation, comme s'il était tiraillé entre deux aspirations contradictoires. Exactement. Et ce tiraillement, cette difficulté à trouver sa place, c'est un thème récurrent chez Sarraute. On le retrouve dans plusieurs de ses œuvres.
Ce besoin d'approbation qui nous enferme, qui nous empêche de vivre pleinement. Oui, on sent chez elle une certaine méfiance envers les normes sociales. Ce besoin de se conformer à un modèle. On pourrait dire qu'elle défend les marginaux, ceux qui ne rentrent pas dans le moule. C'est une interprétation possible. Ce qui est certain, c'est que Sarraute nous invite à questionner les normes, à se méfier des apparences, à regarder au-delà des rôles que la société nous assigne. Et pour en revenir à la pièce, quel est le rôle de H1 dans cette dynamique destructrice? Est-il juste le symbole de la réussite sociale, le bourreau inconscient de H2? On a tendance à le percevoir comme un personnage antipathique, oui, celui qui déclenche le drame par sa simple présence, par sa condescendance envers H2. Oui, mais attention à ne pas tomber dans la caricature. Sarraute ne fait jamais de manichéisme. H1 n'est pas un méchant, loin de là. Il est lui aussi victime à sa manière. De cette pression sociale, de ce besoin de se conformer, on pourrait dire qu'il est prisonnier de son propre rôle. C'est intéressant cette idée que les deux personnages sont prisonniers d'un même système, une même logique sociale qui les oppresse, comme dans un jeu de rôle dont on ne pourrait pas sortir. Chacun obligé de jouer son personnage jusqu'au bout. C'est exactement. Et cette impossibilité de sortir du jeu, de communiquer vraiment, on la retrouve aussi à travers le silence. Le silence est très présent dans la pièce. Omniprésent, pesant, parfois menaçant. Oui, le silence chez Sarraute, c'est un personnage à part entière. Il s'immisce entre les deux amis, les sépare autant qu'il les relie. Ils sont incapables de se parler vraiment, ils se heurtent à ce mur de silence. Et ce silence est d'autant plus fort qu'il est souvent suivi d'éruptions verbales, des dialogues où les personnages se déchirent. C'est comme si le silence accumulait la tension, la frustration, qui finit par exploser. On a l'impression que les mots, au lieu de les rapprocher, les éloignent encore plus. Comme si le langage, au lieu d'être un outil de communication, devenait une arme. C'est le paradoxe du langage chez Sarraute. Un outil de communication et un instrument de destruction à la fois. Pour un oui ou pour un non, met en scène cette ambivalence, cette tension entre le désir de se rapprocher et la peur de se dévoiler. Une tragédie de la communication. Les relations humaines qui se défont sous nos yeux. Mais c'est aussi une pièce très drôle par moments. On rit, on est mal à l'aise, on se reconnaît dans les personnages. Sarraute arrive à pointer du doigt les absurdités de la vie sociale, avec une ironie mordante. Absolument. Sarraute a un sens de l'humour extraordinaire, jamais gratuit. Elle l'utilise pour nous déstabiliser, nous faire réfléchir sur nos contradictions, nos fragilités. On rit jaune parfois, mais on rit quand même Et ce rire, je crois qu'il est essentiel, pour ne pas sombrer. Car la pièce, malgré sa noirceur, malgré sa vision pessimiste, nous offre une lueur d'espoir. Ah bon. Et où voyez-vous cette lueur d'espoir? Dans la lucidité. Dans la prise de conscience, Sarraute ne nous donne pas de solution. Elle ne nous dit pas comment réparer les relations humaines. Mais elle nous met face à nos erreurs, à nos mécanismes de défense. Et c'est déjà un premier pas vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. C'est une belle façon de voir les choses. Sarraute nous offre un diagnostic, mais pas la prescription. À nous de trouver le remède en partant de cette prise de conscience, de cette exploration lucide. Et pour mieux comprendre Sarraute, il faut la replacer dans son contexte. Le nouveau roman, ce mouvement littéraire qui a tout bouleversé. Ah oui, le nouveau roman. On en a parlé au début, mais on n'a pas vraiment expliqué ce que c'est. Vous pourriez nous éclairer un peu, pas? Avec plaisir. Le nouveau roman, c'est un mouvement littéraire qui émerge en France dans les années 1950. Il remet en question les conventions du roman traditionnel. L'intrigue linéaire, les personnages bien définis, le narrateur omniscient. On a l'impression que les auteurs du nouveau roman veulent rompre avec le réalisme. Explorer de nouveaux territoires, de nouvelles formes d'expression. Exactement. L'objectif, c'est de rendre compte de la complexité de l'expérience humaine, sans recourir aux artifices du récit classique. On se concentre sur les sensations, les perceptions. C'est comme si on filmait l'intérieur de la tête d'un personnage, avec toutes ses pensées, ses hésitations. Et Sarraute, où est-ce qu'elle se situe dans tout ça? C'est une figure centrale du nouveau roman. Sarraute est considérée comme une pionnière du nouveau roman, même s'il est un peu en marge du mouvement. Ses premiers écrits, Tropisme, datent des années 1930, bien avant l'émergence du mouvement. Tropisme. Le titre est intriguant. Qu'est-ce que c'est? Les tropismes, ce sont des mouvements psychiques, des impulsions inconscientes qui guident nos pensées, nos actions. Sarraute est fasciné par ces mouvements souterrains de la conscience, par ces forces invisibles qui nous dirigent. On est loin des personnages bien définis, avec une psychologie bien établie, du roman traditionnel. Chez Sarraute, les personnages sont en mouvement, en devenir, traversés par des forces contradictoires. Exactement. Et cette exploration de l'intériorité, on la retrouve aussi bien dans ses romans que dans son théâtre. Dans Pour un oui ou pour un non, elle utilise les dialogues, les silences, pour mettre en scène le flux des pensées, les mouvements de la conscience. C'est un théâtre qui demande une attention particulière,
une écoute active. On n'est pas dans le divertissement facile. Sarraute nous met au défi. Elle nous pousse à réfléchir et à nous interroger. Un théâtre qui nous invite à plonger dans les profondeurs de l'âme humaine, à explorer les zones d'ombre de la communication. Cette exploration, elle peut être déstabilisante parfois, mais elle est toujours enrichissante, intellectuellement et émotionnellement. Elle nous ouvre à une nouvelle compréhension de nous-mêmes, de nos relations et de la puissance du langage, à la fois créatrice et destructrice. On sent que Sarraute est une auteure qui ne laisse pas indifférent. Elle nous bouscule, nous provoque, mais elle nous donne aussi des clés pour mieux comprendre le monde et les relations qui nous lient aux autres. Exactement. Et pour mieux comprendre l'impact de son œuvre, je vous propose de nous pencher sur la réception de « pour un oui » ou « pour un non ». Comment cette pièce a-t-elle été accueillie par le public et par la critique? Quelles sont les interprétations? C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de notre Deep Dive. Alors on arrive à la dernière partie de notre exploration de « pour un oui » ou « pour un non ». On a décortiqué la pièce, le langage de Sarraute. On a exploré son univers. On l'a replacé dans le contexte du nouveau roman aussi, ce mouvement qui a vraiment bousculé les codes. Exactement. Mais non, la question que je me pose, comment cette pièce si particulière a été reçue par le public, par la critiquias? On parle d'une œuvre qui met en scène les silences, les non-dits. Pas vraiment la recette du succès, a priori. Eh bien, détrompez-vous. Pour un oui ou pour un non a connu un grand succès, et ce, dès sa création. Elle a été jouée de nombreuses fois en France et à l'étranger, et a suscité beaucoup d'analyses, d'interprétations. C'est étonnant quand même, parce qu'on a souvent l'image de Sarraute comme une auteure exigeante, complexe, pas forcément facile d'accès. Comment expliquer cet engouement au l'homme prévasé? Pour une pièce qui, disons-le, ne nous mâche pas le travail. Je pense que le succès de la pièce tient à plusieurs choses. D'abord, la force du texte lui-même, la justesse des dialogues, la tension dramatique qui monte progressivement. Oui, on est happé par la pièce, c'est vrai. Malgré l'absence d'intrigue, on est captivé par ces dialogues qui, sous leur apparente banalité, révèlent tellement de choses. Exactement. Et puis, il y a l'humour de Sarraute. Un humour grinçant, parfois cruel, qui nous fait rire jaune, tout en nous renvoyant à nos propres contradictions. On se reconnaît forcément un peu dans ces personnages. Ah oui, l'humour, mais sauf souligner, c'est grâce à lui que Sarraute aborde des sujets graves sans jamais tomber dans le pathos. Absolument. Et puis, n'oublions pas la mise en scène. Il y a eu beaucoup de mises en scène différentes, chacune apportant sa propre vision. La mise en scène, elle doit être cruciale pour une pièce comme celle-ci, où tout se joue dans les silences, les regards. Oui, tout à fait. Certaines mises en scène ont vraiment marqué les esprits. Je pense à la création de Simone Ben-Mussa en 1986 au Théâtre du Rond-Point, avec Jean-François Balmer et Sami Frey. Une mise en scène sobre, efficace, saluée par la critique. J'en ai entendu parler, oui. Ben-Mussa a su créer une atmosphère particulière, paraît-il, en jouant sur les contrastes, les silences. Exactement. Et puis, il y a eu la mise en scène de Jacques Lassalle à La Colline en 1998. Lui, il a mis l'accent sur la fragilité du personnage de H2, ce qui a donné une dimension très poignante à la pièce. C'est intéressant de voir comment un même texte peut donner lieu à des interprétations si différentes. C'est la preuve que l'œuvre de Sarraute est une œuvre vivante. Tout à fait. Et c'est ça. La force de Sarraute, elle a créé une œuvre qui traverse les époques. Son exploration de l'intériorité, sa façon de remettre en question les codes. Tout ça a ouvert des voies nouvelles. On peut dire qu'elle a renouvelé le roman, le théâtre, en inventant une écriture plus proche de la pensée, des nuances de l'âme humaine. Elle a donné une voix à l'indicible, en quelque sorte. Magnifiquement, Dizzy, et son œuvre continue d'être étudiée, jouée dans le monde entier. C'est la preuve de sa force, de son universalité. Les thèmes qu'elle aborde, la difficulté de communiquer, la quête d'identité, ça nous touche tous, quelle que soit notre culture. Justement, en parlant d'universalité, j'aimerais revenir sur un point qui m'a marqué. Cette idée que la réalité elle se joue souvent dans les non-dits, dans les silences. C'est comme si Sarraute nous invitait à prêter attention à ce qui n'est pas dit, à lire entre les lignes. Oui, c'est essentiel chez Sarraute. Pour elle, la vérité n'est pas dans les grands discours, mais dans les petits riens, dans les détails. Ouvrez l'œil, tendez l'oreille, elle semble nous dire. Soyez attentifs aux nuances, car c'est là que se cache le vrai sens. Exactement. Et ce message est plus que jamais d'actualité. Dans un monde saturé d'informations, il faut savoir décrypter, lire entre les lignes. Développer son sens critique, en somme. Et c'est peut-être ça, la clé d'une meilleure compréhension, de nous-mêmes, des autres. Une invitation à l'introspection, à la découverte de soi, à plus de tolérance, de compassion, face à la complexité humaine. Merci pour cette plongée dans l'univers de Nathalie Sarraute. J'ai l'impression d'avoir appris une nouvelle langue, une nouvelle façon de voir le monde. Le plaisir était partagé.
Et n'oubliez jamais, pour un oui ou pour un non, tout peut basculer. Les relations, les destins, les mots, même les plus anodins, ont un impact. Alors, chers auditeurs, à vous de jouer. Explorez vos espaces intérieurs. Laissez-vous guider par Sarraute. Et n'oubliez pas, la vraie vie, elle se joue souvent dans les non-dits. À bientôt pour une nouvelle Deep Dive.